Le violon. Une histoire de Nathalie Summers. Non, 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 ce n'est plus la peine d'y penser. Jamais je n'y arriverai. Sur le trottoir, planté devant une vitrine, John se répétait inlassablement ces mots sans pouvoir cependant détacher ses yeux de la devanture de l'échoppe. À l'intérieur de la petite boutique, la sobriété des décorations de Noël, quelques branches de houx et de sapin accrochées par-ci par-là, rappelaient aux clients que même en période de fête, le sérieux restait la qualité première de la maison. Et puis, la volonté du propriétaire eût-elle été différente? Un client attentif s'apercevait bien vite qu'il ne restait guère de place pour des décorations supplémentaires. Suspendus au plafond, alignés sur les étagères, ou posés à même le sol, des instruments de musique aux formes diverses et variées se disputaient la plus infime parcelle d'espace. Du plus gros au plus petit, ils étaient tous magnifiques. Pourtant, un seul retenait l'attention du jeune garçon. À ses yeux, aucun instrument ne pouvait soutenir la comparaison avec ces formes si élégantes et harmonieuses du violon exposé en vitrine. Rien qu'à le voir, il pouvait presque entendre le son qu'il produirait si des mains expertes le saisissaient et caressaient ses cordes avec un archet. Ces mains expertes, il avait longtemps espéré que ce seraient les siennes. Mais aujourd'hui, il lui fallait bien admettre que ce ne serait jamais le cas. Quelle folie aussi de croire que lui, un fils de paysan, pourrait s'offrir une telle merveille. Mais était-ce de sa faute, à lui, si un beau jour, pour le remercier d'un service, l'aubergiste de son village lui avait tendu un violon? Certes, il était bien plus petit et bien moins beau que celui qu'il convoitait à présent, mais cela n'en restait pas moins un violon. Tout ébahi, il avait regardé l'instrument en écoutant d'une oreille distraite l'aubergiste se plaindre de son ignare de fils, auquel il offrait toutes les chances, mais que rien n'intéressait autant que les bagarres de rue. Il était donc reparti, assez perplexe, avec son violon sous le bras. Tout au long du chemin, il avait profondément regretté que l'aubergiste ne lui ait pas pu te proposer un de ces délicieux muffins qu'il offrait habituellement à ses clientèles. À quoi donc pourrait bien lui servir un instrument de musique? Certes, la ferme marchait plutôt bien, et sa famille n'avait pas à se plaindre. Il y avait tous les jours à manger sur la table, et de quoi s'habiller chaudement toute l'année. Mais de là à jouer de la musique, il y avait un pas qu'aucun d'entre eux n'aurait songé à franchir. Arrivé chez lui, il avait donc raconté son histoire à son père qui, aussi embarrassé que lui, avait conseillé de donner l'instrument au pasteur de la paroisse. Vu que pour ce qui touche à la musique, il y a bien que lui qui ne sache quelque chose. Le petit John, alors âgé de 7 ans, s'était donc rendu à l'église le dimanche suivant, en espérant bien se débarrasser de l'encombrant violon. À la fin du service, il avait pris son courage à deux mains et était allé trouver le pasteur pour lui remettre l'instrument. Dûment interrogé, il avait une nouvelle fois raconté son histoire pendant que le révérend ouvrait l'étui. Mais alors qu'il croyait enfin avoir terminé, il avait eu la surprise d'entendre le brave homme lui expliquer qu'il s'agissait d'un demi-violon. Comme l'enfant insistait pour dire que non, non, il ne l'avait pas coupé, et que le violon était bien tout entier, le pasteur lui avait répondu en riant que le terme demi signifiait seulement qu'il s'agissait d'un violon beaucoup plus petit que les autres, conçu tout spécialement pour les enfants. Lui-même ne pouvait donc pas s'en servir. Par contre, il était idéal pour le petit John. Encore plus embarrassé, et n'osant avouer son manque d'intérêt, l'enfant avait prétexté qu'il n'avait pas d'argent pour payer des leçons. Mais d'un geste, le révérend balaya l'excuse, et il se proposa aussitôt de lui donner gratuitement des cours. En échange, il lui demandait seulement de venir chaque année accompagner les petits groupes de personnes qui allaient, le jour de Noël, chanter des cantiques de rue en rue. C'est ainsi que démarra la formation musicale du petit garçon.
Ce qui au début était vécu comme une corvée ne tarda pas à se transformer en véritable passion. L'enfant se révéla vite particulièrement doué, et bientôt chacune des rares minutes de temps libre que lui laissait son travail à la ferme fut consacrée au violon. Ce dernier le suivait partout. Et ce que John préférait le plus, c'était quand il était assigné à la garde des troupeaux. Ces jours-là, loin de tout, il pouvait jouer pendant des heures. Le révérend l'enseigna pendant des années. Puis un jour, il lui avoua qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Chaque année, John tenait sa promesse et accompagnait les chanteurs de Noël. Mais le temps passait et le petit John grandissait. Le violon, qu'il avait si bien servi, devenait de plus en plus difficile à manier. Inéluctablement, ses mains et ses doigts s'allongeaient. Quand il avait eu 12 ans, son maître lui avait déjà dit qu'il aurait dû jouer sur un 3/4. Et voilà qu'il allait maintenant sur ses 16 ans. L'été dernier, il avait dû prendre une bonne dizaine de centimètres, et il lui était maintenant devenu impossible de jouer sur un si petit violon. Lors de sa dernière visite à son ancien maître, comme John se désespérait de ne plus pouvoir jouer, le pasteur s'était contenté de lui répondre « Patience, Dieu y pourvoira ». Et voilà que c'était Noël. Non seulement le jeune homme ne pouvait plus se perdre dans la musique, mais en plus, pour la première fois, il ne pourrait tenir sa promesse. Pourtant, il avait tout tenté pour gagner de l'argent. L'été dernier et celui d'avant, alors qu'il avait le dos brisé par les moissons de la ferme paternelle. Il courait chaque soir chez les voisins pour travailler encore et récolter quelques pièces d'argent. Mais maintenant, il le savait. Ses heures de labeur ne seraient jamais suffisantes pour lui offrir un instrument sur lequel un luthier avait peiné pendant des semaines. Même son père, qui était pourtant un brave homme, ne pourrait lui venir en aide. John était assez grand pour savoir qu'après avoir nourri et habillé toute la famille, il ne lui restait jamais grand-chose. Quant à ses amis, ce n'était même pas la peine d'y songer. Ils étaient encore plus mal lotis que lui. Comme la neige se mettait à tomber doucement, John, les yeux toujours fixés sur le violon, recompta pour la énième fois les pièces qu'il avait dans sa poche. Il n'avait plus besoin de les voir pour connaître la valeur de chacune. Ce qui, à la maison, lui avait semblé constituer une somme importante, ne représentait même pas le 10e du prix du violon. Le rêve s'écroulait, et soudain, comme il se détournait de la vitrine, il prit conscience du froid qui l'enveloppait. Il ne savait combien de temps il était resté là, immobile, à contempler l'instrument. Mais il sentait que ses pieds étaient gelés. Le vent s'était levé, et les flocons tournoyaient maintenant dans la rue. Comme il resserrait le pan de son épais manteau, il repensa soudain à son ami James, qu'il avait croisé un peu plus tôt, alors qu'il était en route pour la ville. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment, trop préoccupé par ses projets, mais il revoyait maintenant son ami trembloter sous sa cape légère et usée. Chaque hiver, depuis qu'il connaissait, il avait vu James frissonner. Il savait que l'hiver, la vie dans les campagnes était due pour tout le monde. Pour la première fois, il avait conscience qu'il pouvait peut-être faire quelque chose pour changer un peu cela. Sans attendre davantage, il se mit à courir sur le trottoir. Soudain, il s'arrêta net au coin d'une rue. Sa mémoire ne lui avait pas fait défaut. Juste en face de lui se trouvait la boutique qu'il cherchait. Sans prêter attention aux chevaux et aux cabriolets qui éclaboussaient les passants, il traversait la rue et entra chez un tailleur. Quelque temps plus tard, il ressortit un gros paquet sous le bras, les poches vides, mais le cœur plus léger. Sur le chemin du retour, il s'arrêta chez James et frappa à la porte. À son ami qui lui ouvrit, il fourra le paquet dans les bras et repartit aussitôt,
en lui souhaitant un joyeux Noël en guise de revoir. Une fois la porte refermée, le brave James, que la surprise avait rendu muet mais pas inactif, déchira le papier d'emballage et découvrit le manteau le plus chaud qui lui était donné de contempler. En pure laine, confortable, ample et épais, il représentait une protection idéale contre le froid. Le soir même, après que l'excitation provoquée par ce cadeau inattendu soit retombée dans la maisonnée et que tout le monde se soit couché, James se releva et, à la lueur d'une chandelle, ouvrit la boîte de fer dans laquelle il conservait toutes ses économies. Depuis de longs mois, il en rêvait de ce manteau. Et lui aussi avait loué ses bras pour faire des heures supplémentaires et gagner un peu d'argent. Seulement voilà, chez lui, on était tellement pauvre qu'il devait reverser une partie des sommes ainsi gagnées pour faire vivre sa famille. C'est pourquoi il n'avait jamais pu économiser assez pour se payer ce manteau tant désiré. Et voilà que maintenant, il possédait un manteau bien plus beau que celui qu'il avait rêvé de posséder un jour. Qu'allait-il donc bien pouvoir faire de ses économies? Au départ, il avait pensé offrir un cadeau à John. Mais ce dernier avait tout ce dont il avait besoin. Mais soudain, il pensa à la petite Mary, qui courait les pieds entourée de foin l'hiver, parce que sa famille ne pouvait lui offrir des sabots. Son père, qui était charpentier, s'était blessé un jour sur un chantier, et depuis ne pouvait plus travailler comme avant. Aussi, le lendemain matin, bien au chaud dans son nouveau manteau, malgré la neige qui continuait à tomber, James se rua chez le sabotier du village pour effectuer son achat. À son tour, un paquet sous le bras, il alla rendre visite aux parents de la petite Mary. Quand la mère de famille ouvrit la porte, il lâcha « C'est pour le Noël de Mary !» tout en rougissant et tourna les talons. Il est difficile d'expliquer la joie de la petite à la vue de ces sabots brillants tant espérés. Il était difficile aussi de décrire la reconnaissance de ses parents, à l'idée que leur enfant n'aurait plus d'engelure aux pieds cet hiver. Le seul trésor qu'ils avaient pu imaginer lui offrir ce Noël, c'était le traditionnel pudding, cuisiné voici des mois et soigneusement caché depuis dans le cellier. Mais ce soir-là, après un repas plus copieux que d'habitude, lorsque sa mère plaça le gâteau sur la table, la petite Mary s'exclama « Oh maman, j'ai tellement eu chaud aux pieds aujourd'hui que je n'ai plus faim. » « Ma fille, quelle drôle de remarque! Et puis, c'est la nuit de Noël. C'est le soir où l'on mange le pudding. Tu nous en parles depuis des mois. »« C'est vrai, mais cette année, j'ai déjà eu un cadeau merveilleux. Alors, je me disais... » Devant le regard interrogateur de ses parents, Mary poursuivit. « Eh ben, cet après-midi, alors que je m'amusais à faire claquer mes sabots sur les plaques de verglas, j'ai vu Jane qui cherchait du bois dans la remise derrière chez elle. Depuis que ses parents sont morts, elle habite chez sa grand-mère. Mais elles sont tellement pauvres que souvent, l'hiver, quand il n'y a plus de fruits et de baies à ramasser, elles se couchent la faim au ventre. Je le sais car c'est Jane elle-même qui me l'a avoué il y a quelques jours. Alors, pour ce Noël, j'aimerais leur offrir ce pudding pour qu'elles puissent au moins s'endormir une nuit l'estomac plein. » Quelques minutes plus tard, Mary et sa mère, bravant le vent glacial, s'enfonçaient dans la froideur de la nuit. Éclairées par la lueur de la lune et des étoiles, que reflétait la blancheur poudreuse recouvrant le sol, elles atteignirent leur but sans incident. Une nouvelle fois, le cadeau inattendu et providentiel provoqua l'émerveillement et la joie de celle qui l'avait reçu. Comme Mary et sa mère rebroussaient chemin, la grand-mère de Jane se tourna vers la petite fille, en disant doucement « Ce pudding est bien trop gros pour nous deux. Il nous faut le partager avec quelqu'un. » Jane, quant à elle, dévorait le gâteau des yeux et se sentait tout à fait capable de l'engloutir jusqu'à la dernière miette. Mais elle se garda pourtant de dire mot.
C'était la nuit de Noël, une nuit exceptionnelle, au cours de laquelle on se sentait capable de tous les sacrifices. « Jen, ma petite, voilà ce que tu vas faire. Ce matin, en allant au village, j'ai croisé un homme très âgé qui marchait sur la route, courbé sous le poids de son sac. J'ai compris à ses vêtements, bien qu'ils ne soient que des oripeaux, et à la couleur de sa peau, que c'était un étranger. Sur le chemin du retour, j'ai vu qu'il s'était installé à la lisière du bois et qu'il tentait de faire prendre un feu de misère avec quelques brindilles humides. Alors, mon enfant, cours et invite-le à venir partager ce miraculeux pudding de Noël. » Malgré sa crainte de se retrouver seule dans la nuit, Jen ouvrit la porte. Dehors, le vent s'était calmé. Il ne restait plus dans les airs que quelques flocons qui s'attardaient et qui valsaient lentement avant de venir épaissir le manteau blanc qui enveloppait le paysage. Réconforté par la luminosité exceptionnelle de la nuit, Jen s'élança. Il lui fut facile de repérer le vieil homme aux minces filets de fumée qui s'échappaient d'un feu plus symbolique qu'efficace. Mais ce fut autrement plus compliqué de se faire comprendre de lui. Enfin, il parut saisir ce que Jen voulait, et Ka la suivit jusqu'à chez elle. Quand ses larmes de gratitude se furent taries, et qu'ils eurent partagé le fameux pudding, le vieil homme, moitié parlant, moitié mimant, leur raconta son histoire. Depuis toujours, il avait voyagé avec bonheur dans de nombreux pays. Mais quand l'âge et ses maladies l'avaient frappé, il n'avait plus pu exercer son métier. Petit à petit, rejeté par tous, il était tombé dans la misère. Le seul souvenir qu'il conservait de cette période faste se trouvait dans la boîte qu'il transportait toujours dans son sac. Mais maintenant, il sentait que ses jours étaient comptés. Et depuis des mois, il cherchait quelqu'un digne de recevoir son bien le plus précieux. Ce soir, il avait enfin trouvé. Et joignant le geste à la parole, il tendit à Jen le magnifique coffret en bois lustré. Mais avant qu'elle ne l'ouvre, Jen s'écria. « Non, ce n'est pas à moi qu'il revient ce présent, mais à Mary !» Et après avoir expliqué avec beaucoup d'efforts la situation au vieil homme, elle obtint son accord pour offrir le cadeau à la petite Mary. De maison en maison, de main en main, le coffret voyagea donc ainsi pendant la nuit, car chacun voyait en lui l'occasion de remercier son bienfaiteur. Enfin, James, comme les premières lueurs de l'aube apparaissaient, frappa de coups secs sur la porte de son ami. Puis il déposa son présent sur le sol et sans plus attendre, s'en retourna. John, qui, matin de Noël ou pas, devait se lever aux premières heures du jour pour nourrir les bêtes, ne tarda pas à ouvrir. Quel ne fut pas son étonnement de trouver ce coffret abandonné sur la neige. Mais cet étonnement ne fut rien en comparaison de la stupéfaction lorsqu'il vit ce qu'il contenait. Un violon entier reposait sur un lit de velours rouge. Un violon de facture étrangère, unique, magnifique, aux couleurs chaudes. Son rêve devenu réalité. Très vite, il sentit ses doigts le démanger, et ses questions s'estompèrent. Qu'importait la provenance mystérieuse de cet instrument? Le désir de jouer l'envahissait tout entier. Ce violon, il allait mettre tout son talent à le faire vibrer et chanter. Cette année encore, il pourrait accompagner les chanteurs de Noël. Cette année encore, il tiendrait sa promesse. Et comme les premières notes s'élevaient, pures et légères, il se rappela les paroles de son maître. Dieu avait pourvu. C'est fini.